Pour cette deuxième grande partie, intitulée L'Europe ou les terres de sang, nous allons réfléchir non seulement aux caractéristiques, parfois inédites, du second conflit mondial, mais il est évidemment nécessaire dans une logique de relations internationales de mesurer l'évolution des rapports de puissance. L'Europe ou les terres de sang constitue donc la seconde grande partie, une partie centrale dans ce chapitre sur l'ordre international entre 1930 et 1947. Pour introduire ce grand 2, il est nécessaire tout d'abord de réfléchir à la nature de la Seconde Guerre mondiale, qui présente à la fois des ressemblances et des différences par rapport au premier conflit, la Grande Guerre de 1914-1918. Du côté des ressemblances, on peut dire que la Seconde Guerre mondiale, et c'est souvent peut-être la perspective que vous avez eue ou que vous avez reçue au lycée, elle se caractérise par une sorte de continuité avec la Première Guerre mondiale. Rappelez-vous l'analyse géopolitique et militaire du général de Gaulle qui considérait finalement la période 1914-1945 comme un seul bloc, caractérisé par cette expression de guerre de 30 ans. Et en effet, la Seconde Guerre mondiale, à l'instar de la Première, se caractérise par son extension spatiale, sa durée, 6 ans, l'intensité croissante de cette nouvelle guerre totale. Mais d'un autre côté, le caractère inédit réside évidemment, et c'est une différence fondamentale par rapport à la Première Guerre mondiale, dans l'ampleur des pertes civiles et dans la logique de destruction systématique. Nous avons ici affaire à une conception schmittienne de la guerre, avec d'un côté l'ami, de l'autre l'ennemi, et cette volonté quasi existentielle de détruire systématiquement l'ennemi. Cette volonté, vous la trouvez évidemment chez les nazis qui ont déclenché ce conflit, mais n'oubliez pas que dans les derniers mois de la guerre, vous trouvez aussi cette stratégie de destruction chez les Alliés à travers ces opérations de bombardement de grandes villes industrielles ou de villes moyennes comme Hambourg, Dresde ou Pforzheim à partir de 1943 avec un pic d'intensité en février 1945. Et puis vous l'avez aussi d'une certaine manière chez les soviétiques dans cette stratégie de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, au moment où les soviétiques pénètrent sur le territoire du Reich à partir de janvier 1945. Ce qu'il faut retenir aussi en introduction, c'est que à partir de 1941, nous ne sommes plus dans une guerre classique de puissance. À partir de 1941, la Seconde Guerre mondiale oppose au cœur de l'Europe continentale deux grands empires multinationaux, avec d'un côté le Troisième Reich et d'autre part l'Union soviétique. Et à l'issue de cette guerre d'une brutalité évidemment inédite, le conflit va permettre à l'Union soviétique, pour la première fois de l'histoire de longue durée de la Russie, de devenir la première puissance continentale en Europe. Intéressons-nous tout d'abord à cette période 1939-1941 qu'on connaît évidemment à travers la stratégie offensive victorieuse des Allemands, la célèbre tactique de la Blitzkrieg associant chars et avions. Alors ce qui est frappant entre 1939 et 1941, c'est que dès le début de la Seconde Guerre mondiale, les rapides victoires militaires allemandes sur la Pologne à l'est, mais surtout évidemment sur la France, dont on présentait l'armée comme la première armée du monde, eh bien, elles ont alimenté une intense propagande en faveur du thème de la supériorité de l'Allemagne hitlérienne sur la démocratie continentale française, et elles ont aussi assez rapidement alimenté une intense propagande en faveur du thème d'une Europe allemande, anti-bolchevique et anti-juive. Le Troisième Reich voulait en effet organiser ces nouvelles conquêtes territoriales et prétendait pour ce faire vouloir construire une Europe unie, unie contre ce que la propagande présente à partir de 1942, à l'instar de cette image de propagande visant à recruter des volontaires pour la Waffen-SS,
ce complot juif. Vous le voyez ici sur cette célèbre affiche de propagande avec cette sorte de complot contre une Europe qui serait menacée à la fois de l'intérieur par la figure de ce juif que vous voyez en haut de l'écran, en haut de l'affiche, qui sort tout droit, qui paraît sortir tout droit de ce film de propagande nazi, le juif Zeus. Et ce complot juif, en fait, organiserait une entente entre, d'un côté, les milieux de la finance britannique, de la City, avec cette figure du plutocrate britannique sur votre gauche, et de l'autre, la figure du communiste, incarné par Staline, et donc l'Union soviétique. Et donc l'Allemagne serait en quelque sorte l'architecte d'une Europe continentale qui serait à la fois menacée de l'intérieur par la figure du juif et qui serait menacée de l'extérieur par ce complot judéo-bolchevico-capitaliste. Le Troisième Reich avait en effet cette intention de construire une communauté économique européenne sous tutelle allemande qui mettrait définitivement fin aux antagonismes nationaux traditionnels. Ce qui est intéressant, et c'est situé évidemment aux antipodes des projets pan-européens ou d'Union européenne que je vous avais présentés la semaine dernière et qui étaient portés durant l'entre-deux-guerres par des personnes comme Richard Koudenov-Kalergi ou Aristide Briand, l'Allemagne hitlérienne se présente à partir de la Seconde Guerre mondiale comme le champion de l'unification européenne, d'un nouvel ordre continental exaltant les valeurs de la civilisation occidentale qu'il faudrait défendre face au bolchevisme et à l'impérialisme capitaliste anglo-saxon. Très concrètement, les stratèges nazis prévoyaient une réorganisation du continent sous la forme d'un grand espace économique, mais la principale caractéristique de cet espace économique, ce n'est évidemment pas l'égalité entre ses membres souverains. Cet espace économique et commercial européen, il est hiérarchique et asymétrique dans la mesure où il serait placé entièrement au service de l'économie allemande. Et notamment en ce qui concerne les pays de l'Est de l'Europe qui sont passés sous domination nazie, les géopoliticiens allemands souhaitaient faire des plaines fertiles d'Europe centrale et orientale le grenier alimentaire du Reich, tout en imaginant une germanisation forcée des populations asservies. Et dans cette perspective-là, les experts nazis font une distinction entre les populations allemandes de souche, celles des pays alliés et satellites, Croatie, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, et puis ces races que les nazis présentent comme inférieures, comme des sous-hommes, les Slaves de Pologne, des pays baltes, et évidemment les Juifs et les Tziganes considérés comme apatrides. L'Allemagne nazie entrevoyait donc la constitution d'un espace vital du Reich à l'Est, entièrement contrôlé par une race germanique purifiée. Hitler, après cette première phase victorieuse en Pologne et en Europe de l'Ouest et dans les Balkans, entre l'automne 1939, le printemps 1940 et le printemps 1941, a donc renoncé à conquérir l'Angleterre, suite à l'échec de son aviation. D'abord alliés en raison de la signature du pacte germano-soviétique d'août 1939, le Troisième Reich et l'Union soviétique vont devenir ennemis à partir du 22 juin 1941, quand la Wehrmacht, vous connaissez ce célèbre épisode, attaqua par surprise l'Union soviétique. Cela marqua le début de l'opération Barbarossa. Alors évidemment, d'un point de vue historique, Hitler voulait absolument au départ éviter la répétition d'une guerre sur deux fronts telle que l'Allemagne wilhelminienne avait dû faire face entre 1914 et 1918. Ce qui est intéressant dans le déclenchement de l'opération du 22 juin 1941, c'est que ça marque plus qu'une nouvelle étape de la Seconde Guerre mondiale. Cette date marque, pour reprendre l'expression de Timothy Snyder, le début d'une indescriptible calamité, au sens d'une triple logique de massacre. Vous avez à la fois un affrontement militaire d'une violence inouïe entre l'Allemagne, ses alliés d'un côté et l'Union soviétique de l'autre, avec environ 10 millions de soldats tués, des pertes de civils morts sous les bombes, la famine et les maladies, environ 10 millions, et ajoutez à cela l'extermination délibérée par les Allemands de 10 millions de personnes, dont plus de 5 millions de juifs et 3 millions de prisonniers de guerre soviétiques. 1941 marque donc un tournant parce que Hitler se lance dans une politique impériale
qui entérine son choix d'une domination continentale après l'échec de la tentative d'invasion de l'Angleterre. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à ce triangle impérialiste et autoritaire qui s'était mis en place dans les années 30, Allemagne, Italie, Japon, le Japon est en train de prendre ses distances parce que en septembre 1940, au moment de la signature du pacte tripartite Allemagne, Italie, Japon, le Japon espérait encore pouvoir convaincre l'Allemagne d'associer l'Union soviétique à ce partage du monde pour vaincre l'Empire britannique. En avril 1941, quelques mois avant le déclenchement de l'opération Barbarossa, le Japon a décidé de signer un pacte de neutralité avec l'Union soviétique, et c'est même le Japon qui va en partie informer Staline de la préparation des opérations militaires allemandes. Or, Staline n'a jamais cru que les Allemands attaqueraient si tôt et sans équipement pour l'hiver, ce qui fut évidemment la plus grande erreur tactique de Staline. Hitler fait donc clairement le choix d'un affrontement de deux logiques impériales, sa logique à lui, la logique nazie, raciste, d'utopie agraire, dont le projet vise, d'un point de vue géopolitique, à détruire l'État soviétique pour construire ce que Hitler a appelé devant ses généraux en juillet 1941 un jardin d'Éden, c'est-à-dire ce nouvel espace vital à l'Est, cette entreprise coloniale qui est en quelque sorte, d'un point de vue géopolitique, une réponse indirecte à l'impérialisme britannique pour prospérer de manière autarcique, sans un accès aux marchés mondiaux et sans recourir au commerce anglo-saxon. Pour Hitler, l'Allemagne devait disposer d'un vaste territoire, d'un vaste empire colonial, bien approvisionné en vivres, en matières premières, de manière à assurer la prospérité aux Allemands. Comme vous le voyez sur cette carte, en attaquant l'Union soviétique en 1941, Hitler songe donc à conquérir, et vous le voyez à travers les mouvements de la Wehrmacht dans la partie méridionale de l'Union soviétique, Hitler divise ses forces militaires pour conquérir en priorité les terres agricoles de l'Ouest, donc du territoire ukrainien, et les réserves de pétrole du Caucase. La guerre contre l'Union soviétique n'est pas seulement une guerre idéologique, c'est aussi une guerre géopolitique, c'est-à-dire une solution aux problèmes britanniques d'Hitler. En effet, dès juin 1940, Hitler avait demandé à Himmler d'ébaucher des plans de colonisation visant à raser les villes soviétiques et à installer des communautés agricoles utopiques. Et dans l'idée d'Hitler, la conquête de cet immense grenier à blé qu'est l'Ukraine visait à faire de l'Allemagne un empire colonial agraire qui serait capable de rivaliser avec la puissance britannique et surtout avec les États-Unis. Et Hitler lui-même faisait la comparaison entre l'esprit de frontière des États-Unis de la fin du XIXe siècle et la création, l'émergence de cet espace vital à l'Est. Dans son esprit, les Allemands devaient traiter les Slaves et les Juifs comme les Nord-Américains avaient traité les Indiens. Donc vous le voyez, l'attaque surprise du 22 juin 1941 se développe sur 3 fronts, avec le soutien de divers alliés, finlandais, roumains, hongrois, italiens, même espagnols, avec 3 orientations en direction des pays baltes et de Leningrad, qui est, pour des raisons symboliques, la ville d'où est partie la révolution bolchevique, en Biélorussie et en direction de Moscou pour des raisons politiques, mais vous le voyez bien, la principale priorité, c'est bien la direction de l'Ukraine et du Caucase. Et cette grande offensive qui devait durer 9 à 12 semaines, vous connaissez la suite de l'histoire, va se terminer par la plus grande erreur de calcul d'Hitler, parce qu'il a considéré que, du fait de son génie militaire, l'armée rouge allait s'effondrer rapidement en quelques semaines, ce qui ne fut évidemment pas le cas. Cette guerre était déliée des lois de la guerre, elle était couplée même à une logique d'affamer la population. Le siège de Leningrad est resté célèbre dans les annales, et surtout elle s'accompagne dès le départ d'une volonté d'extermination des élites politiques soviétiques et des officiers politiques de l'armée rouge à travers ces commandos d'extermination SS appelés les Einsatzgruppen. Vous le voyez, à la fin de l'année 1941, en dépit de l'avancée extraordinaire allemande d'un point de vue militaire, l'opération Barbarossa se révèle être un échec, aucune victoire n'est en vue, le rendement économique de l'occupation est insuffisante,
Et comme l'Union soviétique ne s'effondre pas, et que cette invasion est un échec, donc il n'y a pas de solution au projet impérialiste d'Hitler, cela va exacerber le problème juif que nous allons voir dans une nouvelle sous